Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Au cours de cette vidéo, nous allons vous expliquer comment répondre à une question d'anatomie portant sur la description d'un vaisseau ou d'un nerf. Alors, quand on vous pose ce genre de questions en anatomie, après une courte introduction, vous évoquerez la situation et éventuellement le territoire du vaisseau ou du nerf. Le plan de description des vaisseaux et des nerfs comporte l'origine, le trajet, la terminaison et les branches, afférentes ou efférentes selon les cas. L'origine d'une veine se fait par confluence de deux ou plusieurs veines et sa terminaison dans une autre veine ou dans l'atrium du cœur. Le cœur droit pour les veines caves, qui sont des veines systémiques, et l'atrium gauche du cœur pour les veines pulmonaires. Une artère naît d'une autre artère ou du cœur et se termine par des branches terminales. Artères et veines peuvent présenter des branches collatérales. Le seul vaisseau lymphatique que l'on décrive est le conduit thoracique qui va nous servir d'exemple pour traiter cette question. Les nœuds lymphatiques sont décrits différemment. Donc, le conduit thoracique est le collecteur lymphatique du tronc et des membres pelviens. Donc, c'est une introduction si la question concernait le conduit thoracique. Le premier plan de cette question de description d'un vaisseau ou d'un nerf, c'est l'origine. L'origine donne à la fois la localisation et la structure préalable à l'origine. En ce qui concerne les nerfs, on distinguera l'origine irréelle de l'origine apparente. L'origine réelle des nerfs se situe dans le névrax, c'est-à-dire dans la substance nerveuse centrale, et l'origine apparente des nerfs se situe à la sortie du squelette ou après un plexus. Nous allons donner un exemple de description de l'origine par rapport à notre type de description qui est le conduit thoracique. Donc, pour traiter l'origine du conduit thoracique, nous allons dire que le conduit thoracique naît de la grande citerne du Schill, en arrière de l'aorte abdominale, à la face ventrale de la 12e vertèbre thoracique. Après ce chapitre portant sur l'origine, vient le deuxième chapitre qui est le trajet. Le trajet est donné avec la direction, c'est-à-dire dans le sens du courant, les principaux repères qui les balisent et les rapports essentiels. Le trajet des nerfs est conventionnellement décrit depuis le névrax, c'est-à-dire la substance nerveuse centrale, vers la périphérie, bien que l'influx y circule dans les deux sens. Pour illustrer ceci, nous allons continuer à étudier le trajet de notre type de description qui est le conduit thoracique. Nous pouvons dire comme description du trajet du conduit thoracique que le conduit thoracique pénètre dans le thorax par l'hiatus tendineux du diaphragme au bord crânial de la 12e vertèbre thoracique. De là, il suit un trajet ascendant prévertébral
quasiment vertical dans l'angle diède azygo-œsophagien et se déporte vers la gauche pour se placer en arrière de la crosse aortique, puis de l'artère subclavière gauche dès son origine. Il quitte le thorax à son orifice crânial, à hauteur de la deuxième vertèbre thoracique et s'incline en avant et au-dessus de l'artère subclavière gauche. Voici un exemple de description du trajet d'un nerf ou d'un vaisseau. En l'occurrence, ici, il s'agit du trajet du conduit thoracique. Après le deuxième chapitre de la question description d'un vaisseau ou d'un nerf vient le troisième, qui est la terminaison. La terminaison peut se faire par une ou des branches terminales pour les artères et les nerfs, par une confluence ou un changement de nom pour les veines, ou par une anastomose pour toutes ces structures. Illustrons cette phrase par un exemple de description de terminaison du conduit thoracique. Le conduit thoracique enjambe pour se jeter dans la veine subclavière gauche jusqu'au confluent veiné jugulo-subclavier. C'est là qu'il est accompagné d'un nez lymphatique palpable au-dessus de la clavicule gauche lorsqu'il est pathologique et appelé en clinique le ganglion de Troisier. Ce ganglion de Troisier est d'une importance clinique importante car c'est le lieu de drainage privilégié des cancers digestifs. Revenons à nos moutons. Après ce troisième chapitre vient le chapitre traitant les branches. Pour vous donner un exemple, nous allons dire que les afférences du conduit thoracique se font à chaque étage vertébral depuis son origine jusqu'à sa sortie du thorax. Puis, il reçoit des troncs collecteurs en provenance du membre thoracique gauche, c'est-à-dire du membre supérieur gauche, et de la partie gauche du cou à proximité de sa terminaison. Les branches collatérales sont décrites dans le sens du courant comme le trajet. Elles sont efférentes pour les artères, afférentes pour les veines et les vaisseaux lymphatiques. Par convention, les branches collatérales des nerfs sont décrites comme des efférences. On donne pour chaque branche son niveau, c'est-à-dire son repère anatomique de naissance ou d'arrivée selon les sens. Après ce quatrième chapitre, vient le cinquième qui porte sur le territoire. Si le territoire peut être parfois simplement donné dans l'introduction pour un vaisseau, comme par exemple, la veine fémorale gauche draine le sang veiné du membre pelvien gauche. Un autre exemple, l'artère mésentérique crâniale ou l'artère mésentérique supérieure assure l'irrigation de la totalité de l'intestin grêle, du côlon ascendant et de la partie droite du côlon transverse. Si le territoire peut être parfois simplement donné dans l'introduction pour un vaisseau comme on vient de le faire, il est toujours indispensable quand il s'agit des nerfs de leur dédier un paragraphe. C'est également le cas pour les vaisseaux sujets à des variations d'importance clinique.
Le territoire d'un nerf se décompose en territoire sensitif. On donne l'étendue des teguments concernés. Et en territoire moteur, ici on cite les muscles ou les groupes musculaires innervés. Après le chapitre traitant le territoire, vient le chapitre des variations. Les variations anatomiques se distinguent de la disposition modale, c'est-à-dire la disposition qui est majoritairement rencontrée. Les variations sont plus ou moins fréquentes et d'importance clinique ou radiologique inégale. Elles peuvent concerner l'origine d'un vaisseau, par exemple une artère hépatique droite qui naît de l'artère mésentérique supérieure au crânial. Les variations peuvent concerner le trajet d'un vaisseau, par exemple une veine porte préduodénale. Elles peuvent également concerner la terminaison, les branches et surtout le territoire du vaisseau. Comme exemple, les artères coronaires. Il s'agit des deux principales artères du cœur. Les variations peuvent aussi correspondre à l'existence d'un vaisseau inconstant. Comme exemple, une artère thyroïdea IMA qui naît de la crosse aortique. Un autre exemple, c'est une artère colica media qui naît de l'arcade colique de Riola. Les variations peuvent aussi correspondre à la privation d'un vaisseau habituel. Comme exemple, une absence d'artère hépatique commune remplacée par une artère hépatique gauche isolée ou naissant de l'artère gastrique gauche dans presque 1% des cas. Après ce chapitre de variation, vient le chapitre portant sur les chaînes et nœuds lymphatiques. Les nœuds lymphatiques ou lymphonœuds, par définition, correspondent au relais des vaisseaux lymphatiques. Ils ont un rôle de stockage et de dégradation compte tenu de leur activité macrophagique, et ceci dû à leur richesse en lymphocytes. L'appellation des lymphonœuds traduit leur position de carrefour comme le serait celle d'un nœud ferroviaire. À l'état physiologique normal, chaque lymphonœud n'excède pas quelques millimètres de diamètre. Ces nœuds sont disposés en amas ou paquets ganglionnaires, en général le long des grands axes vasculaires, mais également sur le réseau veineux superficiel et dans les mésos. D'un amas au suivant, il existe des vaisseaux lymphatiques qui les relient, déterminant des courants lymphatiques qui progressent globalement de façon centripète. Plusieurs relais à la suite constituent ce qu'on appelle une chaîne ganglionnaire. Le système lymphatique réalise ainsi un maillage complet de l'organisme. Lorsqu'on décrit des lymphatiques, on donne les relais de drainage d'un organe ou les chaînes et courants lymphatiques d'une région. C'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et bon courage